as accompagné, je crois, des milliers de personnes. Ah oui, j'ai formé plus de 6000 personnes à l'immobilier. Ouais. Pour en ce moment, c'est un appartement à Séville. On a acheté pour 80 000 euros, qui a une valeur marché de 140 000 euros. On veut l'année prochaine faire un chantier zéro carbone. Et la liberté financière aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'elle est possible? Quelqu'un qui veut créer sa liberté, quelqu'un qui se bouge, il trouvera un moyen. Pour moi, c'est même pas il faut l'activer, c'est il faut l'arracher. Ça reste vrai, quoi. J'ai pas fait tout ça pour travailler 12 heures par jour. Et voilà, moi j'aime bien à 3 heures aller pouvoir me balader avec mes enfants, tu vois. Donc t'es quand même dans un système, t'es considéré comme un cotisant. Tu veux essayer de sortir de ça, c'est contre nature. Le plus gros défi, c'est faire le premier investissement. Bonjour à tous, on est sur le podcast du Grenier, je suis en présence de Mickaël Ferrari. Alors les personnes de ma génération peut-être le connaissent, alors c'est-à-dire que voilà, Mickaël est on va dire l'un des pionniers de tout ce qui est business en ligne, voire même d'immobilier, parce que c'est par là je pense que tu as plus commencé que faire du business en ligne. Je suis assez ravi de l'avoir sur le podcast du Grenier parce que moi j'aime bien avoir des marqueurs temporels. Et en gros, Mickaël, en fait, je crois, alors tu vas me reprendre, mais je crois 2017, non, un peu plus, non, que tu as fait de l'immobilier. 2017 ? Non, avant, non. Non, moi j'ai commencé en 2011, moi l'immobilier. 2011. Alors voilà, déjà, première erreur, c'est très bien. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait des formations dans l'immobilier, tu t'es développé. Donc, c'est aussi de parler de tout ça. La foncière, on a une connaissance en commun qui s'appelle Julien, qui est patron d'une conciergerie, une grosse conciergerie sur Montpellier, qui m'a parlé de toi, qui m'a parlé de vos associés, qui m'a parlé de vos projets. Donc, j'aimerais creuser ça. Ton actualité, bref. Il y a beaucoup de choses, mais on commence le grenier où les gens nous disent leur état civil, nom, prénom, métier, comment ils se décrivent sur leur état civil. C'est à toi de jouer, Mickaël. Donc, Mickaël Ferrari, et puis je me décris comme investisseur et entrepreneur. Voilà. D'accord, ok. Entrepreneur, mais c'est-à-dire investisseur que immobilier, parce que t'as d'autres casquettes. Non, pas que immobilier. En fait, si tu veux, j'ai une partie de mon activité qui consiste à faire des investissements, que ce soit immobilier, financier, des placements, monter des deals. Voilà, donc c'est ce qui occupe aujourd'hui la plupart de mon temps. C'est pour ça que je me décris comme investisseur, pas spécialement immobilier, et entrepreneur, parce que j'ai quelques activités de type entrepreneurial. Alors c'est pas des multinationales, hein, mais voilà, je gère mon activité de formation, je gère une activité de marchand. Voilà, il y a deux, trois activités de type entrepreneurial qui complètent le côté investisseur. Ouais, quand même, autour de l'immobilier, quand même. On sent quand même une forte propension à l'immobilier, quand même. Bien sûr, bien sûr. Clairement. Parce que du coup, là, je me suis planté, mais du coup, tu as commencé en 2011, mais ça a été quoi ton parcours un peu? Est-ce que c'est un parcours assez classique ou chahuté, ou quel était pour arriver à l'immobilier en 2011 et accélérer, comment tu as pu l'accélérer par la suite? Je suis arrivé dans l'immobilier, je vais pas dire par hasard, mais simplement parce qu'en fait, moi, ce qui m'anime à la base depuis le début, c'est une recherche de liberté financière. Moi, c'est ce qui m'a toujours animé depuis le début, de par mon histoire familiale, où mes parents ont été en surendettement. Et du coup, très tôt, je me suis demandé comment on fait pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et puis surtout comment on fait pour peut-être améliorer sa situation financière, durablement. Je suis arrivé sur l'immobilier pour ça, parce que c'est un vecteur, c'est un outil, hein, clairement que en France, on est dans un paradis bancaire, un des seuls pays, moi je connais pas un autre pays où on peut emprunter autant et aussi facilement. N'en déplaise aux gens qui galèrent, aux gens qui ont des problèmes, aux gens qui n'y arrivent pas, aux gens qui ne savent pas, et voilà, je sais qu'il y en a plein, mais la réalité, quand on prend du recul et qu'on a étudié le sujet, c'est que c'est un paradis bancaire. Donc du coup, l'immobilier, pour moi, c'était le moyen, grâce à ce levier bancaire, de pouvoir me créer un patrimoine. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé dans l'immobilier en 2011. Et que j'ai après fait mon chemin avec l'objectif de créer mon patrimoine immobilier, tout simplement. Parce qu'en fait, il faut aussi dire, parce que là, tu n'es plus en France, là, tu m'as dit que tu étais donc au Portugal. Je suis au Portugal, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu peux faire un parallèle peut-être avec comme tu dis, j'aime bien l'expression du paradis bancaire français versus portugais. C'est-à-dire, est-ce que tu as peut-être fait des deals là au Portugal, je ne sais pas.
Mais ou peu importe, mais quelle est la situation peut-être bancaire, quel est l'accès au crédit au Portugal? Alors, l'accès au crédit au Portugal n'est pas très compliqué. Par contre, c'est pas les mêmes conditions. On va te demander 20 à 30% d'apport. Tu vas être sur des taux variables par défaut. Et voilà. Et puis, donc, si tu veux, ces deux critères-là sont beaucoup moins favorables que d'emprunter comme on a pu le faire ou comme on peut le faire aujourd'hui à 3%, 3,5% fixe sur 20 ans. Voilà. Du coup, les Portugais, ils s'endettent pas, non? Ils font pas de gap de levier bancaire. Si, bien sûr, il y en a qui le font. Hein. Il y a des investisseurs immobiliers au Portugal, hein, mais c'est juste que voilà, il faut s'adapter, il faut avoir plus de capital, il faut voilà, c'est réservé, c'est moins ouvert hein, qu'en France, quoi. D'accord. Parce que toi, alors, on parle on dirait qu'on est d'un autre temps, mais à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, tu vois, pour commencer dans l'immobilier, on parle beaucoup, il faut faire de la rentabilité, les taux sont un peu hauts, donc il faut aller chercher du rendement un peu plus haut, donc on parle de logement atypique, de LCD toujours, qui est là, voire un peu moins de colocation. Mais toi, à l'époque, si on fait je sais pas, un retour en arrière, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ou qui connaissent pas cet ancien monde, quelles étaient, je sais pas moi, les premières étapes, les premiers deals que tu as fait pour pouvoir commencer à investir? C'est quoi tes deux premiers biens que tu as fait à l'époque? Alors, premier bien que j'ai fait, c'était un appartement. Donc, j'ai acheté un plateau à un marchand de biens. Et puis, pour y faire un appartement, un petit T2 à Lyon. Donc, c'était un projet clé en main. Donc là, j'étais sur le tout premier projet, j'étais accompagné par quelqu'un qui a piloté le projet, quoi, hein, tout simplement. Si tu veux, le projet suivant que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un immeuble de rapport avec, il y avait 7 logements, tout en location nue, qui était déjà loué. Si tu veux, ce qui était assez cool, c'est que c'était déjà rentable comme ça à l'époque, sans rien faire. Donc après, j'ai profité de la hausse des loyers, j'ai profité d'améliorer le bien, et aujourd'hui, c'est un bien qui est quand même très rentable avec à l'époque un emprunt à je sais pas combien c'était, 1,65. Voilà. Donc ça c'était assez cool. C'est le genre d'opération qu'on pouvait faire facilement à l'époque. Ouais. D'accord. Là, si je comprends bien, tu les as toujours, c'est ça? Je les ai toujours, ouais. D'accord. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait refaire ce même type d'opération ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas regardé sur des biens de nature similaire, parce que c'est plus trop les biens que je cherche à acheter aujourd'hui. Ouais. Et puis la plupart des gens que j'accompagne sont sur des stratégies où ils cherchent beaucoup de cash flow. Donc ils vont aller sur du meublé, sur de la LCD, en fait les gens ne regardent pas la location nue parce qu'ils partent du principe que c'est pas rentable. Voilà. Donc il y a 2 ans je t'aurais peut-être dit non. Aujourd'hui c'est peut-être possible parce que aujourd'hui on est quand même sur un marché qui est beaucoup plus en faveur des acheteurs. Donc c'est peut-être plus jouable aujourd'hui, mais j'ai pas regardé ce type de. Parce qu'avec ton expérience, c'est quoi est-ce que on peut avoir une. Alors moi j'aime bien parler de thèse d'investissement. À l'époque, il y en avait une. Aujourd'hui, il y en a une autre. J'ai l'impression qu'elle a évolué même pour toi en perso. Donc on va parler des gens un petit peu de ton accompagnement. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Quelle est la thèse d'investissement que tu recommandes, préconises, qui te semble la plus accessible? En fait, si tu veux, pour moi, il y a 2 grands chemins. Tu as le chemin numéro 1, c'est ceux qui veulent sécuriser, on va dire, un avenir financier, créer un patrimoine pour plus tard. Donc, pour cela, je pense qu'il faut aller sur des stratégies très passives. Il ne faut pas chercher à faire du cash flow parce que le cash flow, on peut l'obtenir, mais il faut être très malin, il faut tout optimiser. Et en général, quand tu es sur le chemin numéro 1, tu n'as pas le temps, tu as un métier en général qui est assez prenant, tu as des responsabilités, tu vas pas t'amuser à aller monter des meubles ou à faire appel à des youpi jobs pour économiser de l'argent. Donc en général, tu n'es pas là-dessus. Donc là-dessus, pour ces profils-là, il faut partir sur du patrimonial, donc autofinancé, et maîtriser le levier bancaire. En fait, la carte à jouer,
pour un mec qui gagne à partir de 3 000 euros par mois, tu vois, sur des gens qui ont des revenus corrects, la carte à jouer, c'est pas de chercher à faire 300 euros de cash flow par mois, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'ils cherchent, ces gens-là, à maximiser le levier bancaire et donc à acheter du patrimoine immobilier autofinancé et à se construire un beau patrimoine, parce qu'avec un salaire comme ça, tu peux emprunter 2 millions d'euros sans problème, hein. Voilà, il faut faire les choses de manière stratégique. Donc ça, c'est la voie numéro 1. Voie numéro 2, c'est les gens qui veulent remplacer leur salaire, en fait, qui veulent arrêter leur activité salariée, qui ont en général trop peur pour entreprendre, qui savent pas entreprendre, donc ils vont chercher à avoir des revenus immobiliers. Et donc dans ce cas-là, c'est les stratégies à fort cash flow, mais qui sont plus chronophages et plus risquées aussi, mais qui peuvent apporter des résultats. Donc après, on a tout un panel auquel on a accès. Le plus extrême, c'est la location courte durée. Et puis juste en dessous, le bon compromis, c'est la colocation, hein, qui permet de trouver un compromis rentabilité temps, quoi. Voilà. Mais en gros, tu vois, pour moi, c'est vraiment ces deux chemins qui sont très différents. Et c'est bien ce que tu disais sur l'idée d'avoir une thèse d'investissement, parce que c'est vrai que voilà, sur Internet, tu vois tout, n'importe quoi. Chacun va chercher à faire la promotion de sa petite méthode qu'il préfère. Moi, je suis plutôt du genre à essayer de montrer les possibilités, et je pense que c'est justement à l'investisseur de bien comprendre c'est quoi les forces qu'il a dans son profil aujourd'hui, déjà d'un point de vue bancaire, parce que pour moi c'est ça le levier à exploiter, et ensuite de savoir pourquoi tu investis, quoi. Est-ce que c'est pour du très long terme ou est-ce que c'est pour du court terme, et donc de choisir les projets qui sont adaptés en conséquence. Mais parce que je crois que t'as accompagné, je crois, des milliers de personnes, je crois. En préparant, j'ai vu 5-6 000 Ah oui, personnes. j'ai formé plus de 6 000 personnes à l'immobilier, ouais. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que parce que pendant longtemps, très très longtemps, moi je suis de la génération à cash flow pendant longtemps, mais tu vois, il y avait quelque chose que je comprenais pas, c'est que je voyais des gens qui investissaient dans le Pinel, donc c'est un autre dispositif, mais je comprenais pas pas pendant longtemps, mais j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait quand même une thèse. Mais alors, on est peut-être 100 000 investisseurs, il y avait 100 000 personnes qui avaient 100 000 façons d'investir complètement différentes. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Toi, sur l'ensemble des personnes que tu as accompagnées, la proportion, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens à cash flow, il y a beaucoup de gens quand même patrimonial, ou c'est équilibré, ou c'est quoi un peu ton retour d'expérience sur la typologie d'investisseurs que tu peux accompagner aujourd'hui? Moi, c'est assez partagé. En fait, moi, les gens qui me suivent sont en général plutôt des cadres, pères de famille, voilà, un peu de 30, 45 ans. C'est vraiment le profil type. Donc, c'est souvent des gens qui ont des revenus corrects. Donc, si tu veux, ces gens-là vont plutôt chercher à faire la stratégie plutôt long terme numéro 1 que j'expliquais. Ouais. Et puis après, il y a, on va dire, tout le reste, les gens qui soit qui débutent, soit les gens qui veulent compléter leur salaire ou le remplacer, qui sont à la stratégie numéro 2. Donc moi, c'est assez partagé en fait entre les deux approches. J'ai l'impression que les thèses sont, j'ai un peu le même retour, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça s'équilibre. Alors, j'ai quand même beaucoup de gens qui nous demandent pour du cash flow, hein, parce que voilà, sur les activités qu'on peut avoir. Mais pour moi, ça dépend énormément des zones et du profil de risque que tu es prêt à prendre. Après, on peut rentrer dans les détails, mais bon, pour moi, c'est ces deux variables majeures qui sont à prendre en compte. Parce que toi, dans ton activité d'investisseur, aujourd'hui, tu fais quoi exactement? Alors, t'accompagnes. Je suis parti sur la partie entrepreneuriale, tu accompagnes des gens à investir, mais toi, maintenant, est-ce que tu continues à investir dans le résidentiel? Tu fais de l'immobilier commercial? Tu parlais de marchand de biens tout à l'heure. C'est quoi un peu ton activité personnelle? Comment ça a été quoi un petit peu ton cycle sur les différents produits d'investissement? Alors, écoute, moi, je fais plusieurs choses. Je continue à investir à titre personnel. Généralement, je préfère m'orienter vers du local commercial aujourd'hui. Bon, j'ai fait un immeuble l'année dernière, mais généralement, je vais plutôt préférer du local commercial qui est moins chronophage pour moi et qui est la typologie de biens que je me verrais conserver à long terme. D'accord, ok.
et en parallèle de ça, effectivement, j'ai des activités dans la foncière, investir ensemble, et puis des activités de marchand, donc notamment en Espagne, avec un associé où on réalise des opérations d'achat-revente, hein, donc où là on se concentre sur des biens qui sont squattés, qu'il faut désquatter et revendre, quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Local commercial, à aujourd'hui, bon, c'est. Alors, est-ce que tu peux donner, je sais pas, l'un des premiers que tu as fait pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qui est accessible ou pas? Parce que local commercial, alors, nous, on le regarde aussi, mais il y a de tout. Et les gens Il y a de tout. Il est perdu, c'est les murs commerciaux loués. Est-ce qu'on achète une boucherie, une boulangerie ou le Virgin de sa ville, ou tu vois? Donc, pour redescendre un petit peu sur terre les gens et leur dire ok, parce que je vais faire un peu un disclaimer, ça reste accessible malgré tout. C'est plus juridique, mais ça reste accessible. C'est quoi un petit peu du coup une OP dont tu veux parler et un petit peu nous donner ton ressenti sur cette typologie d'actifs? Si tu veux, le tout premier local que j'ai acheté, ça s'est fait un peu par hasard, comme souvent. C'est-à-dire que tu sais, c'est typiquement l'immeuble avec en pied d'immeuble un local commercial. Donc en fait, moi j'ai acheté l'immeuble et puis il se trouve qu'il y avait un local commercial. Et puis après cela, je suis parti sur un local pas très loin d'ailleurs de cet immeuble qui fait 150 mètres carrés si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, on est en centre-ville, c'est pas l'emplacement numéro 1, c'est pas la meilleure rue de la ville, loin de là, mais on est sur un axe passant avec un local avec une belle vitrine, je crois qu'il doit y avoir 10 mètres linéaires de vitrine, et un local que j'ai acheté loué. Et voilà, tout simplement. Donc, acheter des locaux, ça a quand même beaucoup d'avantages. Tu as notamment une sécurité juridique qui est beaucoup plus importante qu'avec un locataire. Tu as beaucoup moins d'obligations qu'avec un locataire dont c'est la résidence principale. Et donc ça c'est vraiment appréciable. Et donc du coup, voilà, l'occupant, le locataire ne peut quasiment pas te solliciter pour quoi que ce soit, si ce n'est si la structure de son local s'effondre. Hormis ce genre de points critiques, voilà, il va pas t'appeler parce que il faut changer le toilette, parce que les tuyaux sont bouchés ou parce qu'il y a une fuite d'eau. Voilà, c'est la responsabilité du locataire, c'est son local. Voilà, effectivement, comme tu le dis, c'est plus juridique. Puisque dans le droit français, hein, le contrat de location d'un local commercial, ça fait partie du fonds de commerce, hein, ça appartient au locataire, c'est un élément qu'il peut valoriser et revendre. Donc on est dans des notions totalement différentes de l'habitation. Mais voilà, quand on comprend ça, on voit bien aussi l'intérêt de rentrer dans ce système-là, c'est que en tant qu'investissement à détenir au long terme, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est beaucoup plus simple à gérer. Tu as dans les choses que tu peux pas faire avec de l'habitation, tu as généralement la pratique, c'est que la taxe foncière est à la charge du locataire. Exactement. Voilà. Donc toi, tu touches un loyer qui est un loyer, si tu veux, net avant impôt, mais tu as assez peu de charges de manière générale, et donc c'est quasiment un loyer net, quoi. Voilà. Et du coup, en termes alors peut-être, je sais pas si tu veux parler de toi, mais ou des personnes que tu accompagnes sur les locaux commerciaux, si tant est que tu en accompagnes, c'est quoi un peu les budgets recherchés? Et on parle souvent d'acte en main en rentabilité sur le local commercial. Nous, les gens qu'on discute, c'est entre 7 et 9% net acte en main. Est-ce que c'est un peu les chiffres que tu retrouves ou pas du tout? Ou c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Oui, c'est généralement la fourchette de renta qu'on a aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, alors évidemment, c'est modulo toujours l'emplacement, hein. Ça, c'est toujours pareil. Ça, encore plus en local commercial, quoi. Voilà. Mais après, dans les locaux, il y a tous les prix, hein. À partir de 100 000 €, on peut commencer à avoir des locaux. Ce sera pas grand, mais on peut avoir des locaux plutôt bien placés dans une bonne ville. C'est pas forcément des budgets très importants. Et effectivement, on va chercher une renta d'environ 8% pour un emprunt pour un local commercial se fait sur 15 ans.
hein. C'est très rare d'avoir plus. Il y a toujours des exceptions, mais la 90% du temps, c'est du 15 ans. Et donc, du 8%, bah, c'est pour que tu sois au moins autofinancé sur des produits comme cela. Et en général, tu commences à gagner de l'argent quand les loyers sont réindexés, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, ça c'est la grande force parce que j'ai l'impression que l'indexation des loyers dans les locaux commerciaux, il y a moins de comment on appelle ça? Je vois l'indexation dans les habitations, les locataires, bah, je peux le comprendre, hein, posent la question, vont chercher pourquoi alors que bon, on le sait quoi, je veux dire, il y a une augmentation tous les ans, alors que dans les locaux commerciaux, c'est pas avéré à 100%, mais il y a moins de négociations ou en tout cas c'est plus naturel, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, bah, c'est comme toujours en fait, hein, vu que c'est lié à un business. Ouais. Bon, voilà, le locataire fait son business, il augmente ses prix, il a ses coûts qui augmentent, et puis voilà, ça fait partie du jeu, donc c'est pas perçu pareil. Dans l'habitation, bon voilà, dans les locataires, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est qu'un loyer, il y a des gens qui comprennent pas que Ouais. un propriétaire a des charges qui augmentent, voilà. Donc forcément, vous changez le loyer de 10 centimes et le locataire va vous envoyer des mails dans tous les sens, ou vous appelez des fois, il est paniqué parce que son loyer augmente. Et voilà, parce que les gens ne comprennent pas forcément toutes les règles et tous les tenants et les aboutissants d'une location. Donc voilà, dans le commercial, c'est pas du tout ça. Déjà, bah, le public auquel vous avez affaire, c'est des chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise, en général, ils savent un petit peu ce qu'ils font et où ils mettent les pieds. Et puis, donc, du coup, ça change quand même pas mal la donne. Ouais. Et si tu veux donner un tip sur la typologie de, je sais pas moi, je disais une boucherie tout à l'heure ou un Virgin, tout ça, est-ce que il y a peut-être des classes d'actifs ou des classes de locataires que tu recherches plus ou moins, ou il n'y a pas de vérité vraie sur ça, c'est l'emplacement. Ouais, c'est l'emplacement avant tout, hein, je Ouais, dirais. Après, bah, statistiquement, les locataires les moins fiables, ça va être les restaurants, hein. ouais, C'est les d'accord. restaurants. Je sais que ça fait rêver pas mal de gens d'avoir son restaurant, Ouais, c'est vrai. mais en réalité, c'est un des pires business qui soit. Et bah, ça se voit dans les locataires. Et bon, au-delà de l'activité, c'est quand même l'ancienneté du locataire Ouais, qui compte. Bon, il y a pas de, tu vois, je te dis ça, mais le premier local que j'ai acheté, il y avait un chocolatier qui était là depuis 9 ans. Donc, moi, je m'étais dit 9 ans, bon, c'est cool, le gars, il a ah, son activité qui est posée et tout ça. Sauf qu'il il a été mis en liquidation juste après que j'ai signé le compromis de vente, tu vois. oh Donc, punaise. donc Ouais. voilà, c'est des cas qui arrivent. Mais bon, en général, l'ancienneté, c'est aussi un facteur qui rassure. Ouais, donc en fait, il n'y a pas de stratégie, de typologie de locataire. C'est vraiment à éviter. C'est plutôt à éviter certaines typologies que d'en accepter certains. Ouais, du coup, là, on a parlé Ouais. des locaux commerciaux. Euh, Tu parlais de marchand de biens en Espagne. Pourquoi l'Espagne, pas la France? C'est quoi une histoire d'opportunité? C'est quoi un peu l'histoire de ça? Et tu peux nous parler aussi de ce que tu fais en Espagne sur ce typologie de marchand de biens? Ouais, bah écoute, pourquoi l'Espagne? Bah ouais, opportunité, hein, avec j'ai un ami qui vit là-bas depuis longtemps, il a accès à des deals immobiliers de par son réseau, et du coup, voilà, ça permet de faire des bonnes opérations. On est aussi sur un secteur qui est dynamique en Espagne. Qui a pas du tout vécu le même mouvement de ce qui s'est passé en France là ces 2-3 dernières années. D'accord. Donc qui est un marché dynamique et un marché en croissance. Donc voilà, je pense il en faut pas plus pour choisir son secteur. En France, j'ai des opérations de marché aussi en cours, mais voilà, j'ai les deux en réalité. J'en ai fait aussi au Portugal avec un. Alors tout ça, à chaque fois, c'est en association, hein. C'est pas moi qui gère Ouais, le projet l'opérationnel. de A à Z. Ouais, mais non, n'étant pas sur place et puis de toute façon ne pouvant pas me démultiplier, voilà, tout ça c'est en association. Et voilà, donc pareil, des opérations de marchand au Portugal.
où là on a fait on a revendu plusieurs immeubles déjà, et on a là le dernier gros immeuble qui va être mis à la vente là bientôt. Là, ça me donne Voilà. l'eau à la bouche. Quel type d'opération, tu vois, par exemple au Portugal, que tu fais? Est-ce que tu peux donner 2-3 chiffres en Espagne et en France? Est-ce que pour voir un petit peu la différence de typologie de marchand de biens que tu peux faire sur 3 pays en Europe, est-ce que je sais pas, voilà, tu as quelques chiffres à nous donner sur une OP à chaque fois dans chaque pays pour qu'on puisse se rendre compte de chaque Ouais, business, ouais. chaque deal? Écoute, alors en France, on est sur des l'opération type, c'est une petite maison de à moins de 300 000 euros avec un terrain. Bon, on a détaché le terrain, D'accord. on l'a Division divisé. parcellaire. Voilà, voilà, ça c'est typique. Donc tu vois, on est sur des budgets d'environ 300 000 euros, pas plus. En Espagne, on est sur des petits prix. C'est D'accord. aussi un des attraits de l'Espagne, bien que tu vois, donc on travaille sur l'Andalousie et on a par exemple l'opération en cours en ce moment, c'est un appartement à Séville qu'on a acheté pour 80 000 euros, tu vois. Et qui a une valeur marché de 140 000 euros sans trop de problèmes. Mais il est décoté parce qu'il est squatté, parce qu'il a, voilà, il faut résoudre ce problème-là, quoi. Ça, c'est le genre, voilà, ça on le fait assez facilement du coup parce que les montants sont pas importants. Et puis l'idée, ça va être, ça c'est assez nouveau, hein, ce qu'on fait là en Espagne, ça fait un an à peu près. Et l'idée, ça va être de développer cette partie-là. Et puis au Portugal, c'est un peu différent parce qu'on est sur des plus gros immeubles dans le centre de Lisbonne, et donc là on est réunis, il y a plusieurs associés. Ouais. Et là, si tu veux, on a fait différentes choses. On a fait un immeuble assez luxueux, donc à chaque fois, on achète l'immeuble qui est inhabitable et on le rénove, on revend les appartements à la découpe. Et donc sur cet immeuble-là, qui est rue Rua do Salitre, pour ceux qui connaissent, dans le centre de Lisbonne. Là, alors tout est vendu, hein, mais là, on était sur des appartements assez sympas et qui se sont vendus c'était quasiment entre 9 et 10 000 euros le mètre carré. 9 et 10 Donc 000 euros le mètre carré? ouais, on était sur de beaux appartements. Ah ouais, mais Donc chaque appart, c'était entre 1 et 2 millions et demi, quoi. il y avait combien d'appart? Il y en avait une dizaine, je crois, dans le lot. Ah ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, mais Peut-être 10. moins. Ouais, 10 Non, fois peut-être 1, moins. Ça doit être 7, je crois. ouais, mais bon, entre 7 et 10 millions, quoi. Le prix de revente Ouais, global. ouais, Ah, c'est beau, ouais, ça. ouais. Oui, oui, bah après, il y a le coût des travaux, il y a tout, hein, mais voilà. Oui, non, mais Il y bien avait sûr. il y avait une marge qui était bien, évidemment. Mm. Voilà, donc là, on est sur des opérations qui sont plus grosses. Là, l'immeuble que l'on vend là, c'est un immeuble donc plein centre de Lisbonne, à côté de la gare, qui fait 1600 mètres carrés, tu vois, qui est vide. Parce qu'il y a encore pas mal de biens qui sont vides, hein, dans Lisbonne, hein, même encore aujourd'hui. Alors c'est plus dur de trouver des bons deals parce que les prix ont quand même monté. Ouais. Mais bon, il y a quand même beaucoup de biens qui sont encore à rénover, hein. Donc là, voilà, lui, on va commencer la commercialisation. Donc on a obtenu le permis, ce qui a été très compliqué. Mais on a obtenu le permis, puis l'idée c'est de le vendre en bloc avec le permis. Voilà. D'accord, parce que là, il y a une question qui me vient, c'est la fiscalité un peu de tout ça. Parce que tu investis, alors peut-être pas faire un focus forcément sur toi, mais que tu donnes des règles générales des gens qui investissent. Alors la fiscalité portugaise, France, par rapport à la France et l'Espagne, c'est-à-dire que toi, tu investis en société, et comment ça se passe pour ceux qui peut-être qui voudraient investir au Portugal, en France et en Espagne. Bon, en France, on s'en doute un peu, mais si tu peux donner je sais pas moi, ton retour d'expérience là-dessus. Tu préconises quoi? Un nom propre, société, s'associer forcément? C'est Bah, quoi? en fait, ça dépend où tu vis, quoi. Ça dépend où tu vis. Si tu es en France, en général, il vaut mieux investir via une société. Ouais. Tu seras un peu moins fiscalisé et puis tu peux réinvestir. Si tu es dans des pays où la fiscalité personnelle, elle est plus légère, il vaut mieux investir en nom propre. Parce que c'est toujours pareil avec la fiscalité, le but, c'est de voir combien ça te coûte de récupérer l'argent à titre personnel. Ouais. En France, je sais que
pourquoi on fait des sociétés, des holdings et qu'on s'ennuie à faire tout ça. C'est juste pour pas que ça arrive dans la case fiscalité personnelle à chaque fois, puisque c'est quand tu fais tout le parcours, c'est là que tu es le plus taxé, quoi. Donc on essaie d'éviter la case personnelle afin de pouvoir réinvestir cet argent-là. Donc ça dépend d'où tu vis. Mais si tu vis en France, oui, il vaut mieux investir en société. Et de toute façon, dans le cas des opérations de marchands, c'est la fiscalité locale qui est appliquée à chaque fois, tout simplement. Hein. D'accord. Et dans ces deux pays-là, c'est quand même parce que bon, les marchands de biens. Alors même si là, il y a un peu une app marchand de biens là en France depuis quelques Oui. 3-4 ans, malgré tout, l'image bénéficie pas non plus d'une image. Faut pas se mentir, même s'il y a des néo-marchands, on appelle voilà. Faut pas se mentir, il y a quand même une image un peu d'argent, voilà. Et du coup, ça, en France, l'argent. Moi, je dis souvent, c'est pas de dire que tu gagnes bien de l'argent qui est problématique en France, c'est de dire combien tu gagnes. C'est-à-dire, c'est moi, la différence pour moi, elle est là. Tu peux dire à quelqu'un, ouais, je gagne très très bien ma vie, et si tu lui dis, je gagne 20 000 euros par mois, il va te regarder complètement d'une autre manière. Bon, ça c'est mon analyse personnelle, mais du coup, c'est quoi la perception en Espagne, c'est quoi la perception au Portugal? Alors, je saurais pas te dire parce que je sais pas ce que les gens en pensent. De manière générale, je suppose que c'est très similaire à la vie en France, c'est-à-dire c'est quand même des cultures qui sont similaires sur cet aspect-là. Les latins. Ouais, c'est ça, tu sais, voilà, l'Europe de l'Ouest avec. Ouais. Je veux dire, en Europe, voilà, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent, on n'aime pas les gens qui génèrent de l'argent. C'est mal, voilà, ils le volent à d'autres, on connaît tous ces trucs-là. Ouais. Donc je pense que c'est très très similaire au point de vue français sur les activités de marchands. Ouais. Ouais. Alors juste pour faire un marqueur chiffre, c'est quoi un peu comment sont taxés les Portugais, les Espagnols pour faire un parallèle? Sur quoi? Bah justement, je sais pas moi, on va parler de l'investissement locatif général. Je veux dire, marchand de biens, je pense que c'est chaque pays. C'est compliqué ça. En Espagne déjà c'est par région. Ah ouais, d'accord. Ils ont pas, tu vois, c'est pas national hein, l'Espagne, hein, contrairement à ce qu'on imagine. Donc c'est par région. En Andalousie c'est assez favorable. Ok. Je crois que c'est taxé à 19%, il me semble. Les loyers, si je dis pas de bêtises, mais j'avoue que je maîtrise pas cet aspect-là. Bon, ok. C'est dans la compta de la société et j'ai pas plus creusé que ça. Enfin, j'ai des notes quelque part, mais j'ai pas ça en tête. Au Portugal, ça dépend si tu le fais en perso ou il y a une société, toujours pareil. Et ça dépend de la durée du contrat de location. Donc, si plus le contrat est long, moins tu es taxé. Et sur des contrats très longs, tu peux tomber sur des taux d'impôt très bas, aux alentours de 10%. Mais sinon, tu vas être à 25, je crois, aux environs de 25. Voilà. Ok. Et du coup, vu qu'on est un peu sur la partie marchand, on a parlé un peu de cette fameuse foncière que tu as créée avec des associés. Alors, moi, je connais un tout petit peu l'histoire. Ouais. Parce que Julien, la personne qu'on a en commun, m'en a quand même assez parlé. Mais j'aimerais, moi, avoir voilà, ton point de vue là-dessus, parce que je crois que vous êtes des dizaines, je crois, plus de 100, je crois, j'ai 120 en tête. À ce jour, on est 225, ouais. Bon, 225. Oui, je me suis arrêté il y a longtemps, alors racontez, d'accord. Non, mais donc, raconte-nous la genèse, ton rôle là-dedans, parce que j'ai l'impression que chacun a un rôle bien précis. Voilà, donc... Ouais, c'est une sacrée histoire. Donc le créateur, c'est Frédéric Pedro hein, qui l'a créé. Oui. Et en fait, moi, il m'a contacté au début pour faire partie de la première vague d'associés, si tu veux. Okay. Donc à la base, il m'a montré un PowerPoint en me disant, viens, on se met ensemble et on achète 4 immeubles, quoi. Ça va, ça naturel. Voilà, donc, oui, voilà. Donc on s'est dit bon, très bien, pourquoi pas. C'est pas. Donc c'est basé à Angoulême, donc c'est pas des gros prix. Hein. 4 immeubles, je sais plus combien c'était au départ, mais c'était pas des gros budgets. Donc la vision, c'est au départ, c'était une sorte de projet expérimental de voir comment on peut réunir des associés. Mais le faire différemment parce que bon, tu vois, des club deals, etc., ça existe depuis longtemps dans l'immobilier. Mais là, l'idée, c'était de dire comment on peut faire ensemble, comment on peut faire un projet qui ait une composante collaborative.
et autour de l'immobilier, et avec beaucoup d'innovation dans la manière de faire. C'est-à-dire sur les objectifs même qu'on se fixe en termes de performance, tu vois, énergétique, d'impact social, etc. Comment on peut intégrer tout ça dans un projet et être rentable quand même, quoi, tu vois. Donc c'était la genèse un petit peu de départ. Et en fait, ça a tellement bien marché que les 4 immeubles, ils ont été faits très vite, quoi. Et donc très vite, on s'est dit, bah ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Ouais. le projet était lancé pour 10 ans, en disant on les achète, on les rénove, on les exploite et puis on revend. Mais dans 10 ans, on se dit bon, on va pas rester avec 4 immeubles pendant 10 ans, c'est un peu dommage. Donc du coup, du coup, il y a eu une deuxième levée avec de nouveaux associés. Où on est passé donc de 75 à 125. Ouais. Avec cette deuxième levée, on était à 4 millions d'euros de fonds propres. On a réussi à obtenir un financement à hauteur de 1,5 million. Donc tu vois, on a réussi à se faire suivre par une banque. Là, on termine une deuxième levée où on a une centaine de nouveaux associés, où on a levé environ 5 millions à nouveau. Et on est en train de finaliser un prêt à hauteur de 3 millions. Donc voilà. C'est une capacité de lever de l'argent de 8, c'est ça? C'est-à-dire vous pouvez investir 8 millions, quoi. On a, là, ouais. Donc là, si tu veux, comment sont. Donc il y a eu. Dans la foncière, ce qui est génial, c'est que déjà, les associés sont sélectionnés. Tu vois, si tu peux pas venir taper à la porte et dire j'ai de l'argent, je voudrais rentrer. Ça marche pas comme ça. Alors c'est quoi pour y rentrer? Il y a 2 entretiens. Il y a un entretien avec Frédéric et un entretien avec au moins un autre associé. Donc là, sur la dernière levée, c'était Frédéric et moi qui avons géré ça. Donc ce qui fait que c'est un super réseau, parce que toutes les personnes qui sont là ont été sélectionnées parce qu'elles ont à minima un attrait pour l'immobilier. Voilà, c'est pas tout le monde n'est pas investisseur et n'a pas un patrimoine immobilier incroyable, mais par contre tout le monde est intéressé par l'immobilier, tout le monde veut faire des choses, et l'idée c'est que tout le monde contribue un petit peu à la foncière. Alors quand je dis contribution, c'est 2-3 jours dans l'année, hein. C'est pas un mi-temps, hein. C'est 2-3 jours dans l'année, mais c'est d'apporter un coup de main, soit sur le terrain, soit à distance. On a pas mal de démarches administratives, de dossiers en tout genre à gérer. Et puis nous, on a mis un accent sur acheter des taudis et puis les rénover et les transformer en DPE A ou B. Ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Ah, mais là, tu es obligé d'acheter en monopropriété, hein, parce que ça, la copro, tu peux pas. Ouais, oui. Non, de toute façon, on achète. On a quelques appartements, mais sinon, c'est que des immeubles. Et puis voilà, donc ça va très loin dans la recherche écologique, l'optimisation. On a une très grosse démarche d'obtention de labels aussi, à un niveau qui normalement est réservé aux grandes entreprises. Par exemple, on a le label RSE au niveau engagé. On a un label achat responsable. Tu vois, c'est le genre de label qu'obtiennent les banques, par exemple. D'accord. Donc nous, on a fait les démarches pour obtenir ce genre de label, alors qu'on est une petite structure, on n'a pas de salariés. Tu vois, on est complètement. C'est un ovni, hein, ce projet. C'est un ovni, même pour les banques, on est un ovni. Et le fait de faire ces démarches d'obtention de, si tu veux, de label, déjà nous légitime vis-à-vis de nos partenaires. Et du coup intéresse également les banques parce qu'elles cherchent à financer de plus en plus des projets qui ont un accès, qui ont un axe pour la planète, qui ont un côté vert. Mais elles savent pas vraiment comment faire ça aujourd'hui, à part refuser des biens qui sont en DPEG, ou alors exiger que des travaux soient faits. Ça va pas plus loin que ça, tu vois. Elles savent pas trop comment traiter le sujet. Donc nous, on teste énormément de choses et on fait en sorte de pouvoir leur expliquer comment faire ça correctement. Par exemple, on veut l'année prochaine faire un chantier zéro carbone. Donc pour arriver à ça,
il faut déjà lister le coût carbone de chaque matériau que tu vas utiliser sur le chantier. Donc, par exemple, on a trouvé qu'il y a une base de données européenne des matériaux avec le bilan de carbone de chaque matériau. Donc, l'idée, ça va être sur un des projets de pouvoir lister ça, de pouvoir mesurer le coût carbone de notre chantier et de pouvoir après l'annuler en plantant des arbres, tu vois, en ayant des démarches dans ce sens-là, voire même on pense qu'on pourra d'ici 1 à 2 ans peut-être vendre des crédits carbone, parce qu'en fait on va générer, on va pouvoir mesurer l'économie de carbone que l'on fait et peut-être valoriser cette économie au travers des chantiers qu'on fait. Donc tu vois, ça va très loin dans ce genre d'aspect que aujourd'hui dans l'immobilier qui sont pas, c'est très rare hein, ce genre de choses. Il y a quelques projets neufs qui font ça en France, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Donc nous, on fait toutes ces démarches-là pour valoriser le patrimoine, pour aussi pouvoir discuter avec les banques. Du coup, ça nous amène à discuter avec le niveau COMEX de quelques banques hein, qui sont étonnés par ce qu'on fait, quoi. Non, mais après, c'est dans ce sens-là que m'a dit Julien, parce que nous, ce que vous faites, nous, avec Green Living, on le fait dans le diffus. Mais ça ne marche pas dans le diffus. Il faut le faire. Qu'est-ce que tu appelles dans le diffus? Appartement par appartement. C'est-à-dire que nous, on a créé la boîte pour faire juste un focus sur Green Living, mais c'est avec la timeline de faire des produits d'investissement locatif clé en main avec un bilan carbone. D'accord. Donc, on est capable, on a la technique, on sait faire, c'est-à-dire des appartements avec des émissions carbone, de décarboner le logement, on sait faire sur le diffus. Sauf que c'est très compliqué parce que tu l'as résumé avec tous les points que tu as dit. C'est-à-dire qu'en fait, ta liste, la base carbone, ou en tout cas de tous les achats que vous avez fait, vous, en Europe, elle existe en France, et la France est l'un des pionniers avec l'Allemagne sur ces différents sujets. Et il y a de la dotée, il y a de la data. Mais en fait, le problème majeur qu'il y a en diffus versus ce que vous faites en foncière, c'est le volume. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand vous avez jeté 4 immeubles, nous 4 appartements, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas la même caisse de résonance auprès des fournisseurs, auprès des partenaires. C'est pas du tout la même chose. Et en fait, nous, on a commencé par le bas. Et en fait, je pense que l'avènement va venir par les promoteurs, parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on pense d'eux, mais ce sont des gros acteurs du logement en France. Et c'est pour moi les promoteurs, alors il y en a qui vont râler, mais c'est tout le monde critique la Formule 1, mais la Formule 1, ça permet de faire de l'innovation auprès des voitures, thermiques ou électriques, hein, qu'on soit pour ou contre, c'est pas le débat. Et les promoteurs, c'est ceux qui créent beaucoup de logements, beaucoup de marge, et c'est ceux qui innovent beaucoup, le béton bas carbone, voilà, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Et en fait, ça découle, ça ruisselle au fur et à mesure des années sur le diffus. Donc, je veux pas faire un discours pro ou anti-promoteur, c'est pas mon propos, mais d'avoir des acteurs comme vous qui allaient dans l'ancien et qui, parce que les banques, elles adorent aujourd'hui, ça va s'accélérer sur la décarbonation. Alors c'est un mot qui est galvaudé, mais pour moi qui a beaucoup de sens, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le projet que m'avait expliqué à l'époque Julien et dont on parle, parce que c'est exactement le futur. Mais le futur, pas genre pas d'hier, hein. Il est d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, il n'est pas si lointain que ça. Non, mais oui, de toute façon, la vision du projet Investir Ensemble à la base, c'était de dire que ça coûte beaucoup moins d'un point de vue écologique de rénover l'ancien que de construire de zéro. Et donc, autant bien rénover. Et donc, ça allait très loin. Hein, ça allait très loin. Par exemple, tu vois, sur le DPE, on a des associés qui sont allés se former pour devenir diagnostiqueurs. alors qu'ils veulent pas devenir diagnostiqueurs, ils ont déjà un autre métier. Pour la connaissance. La connaissance, l'accès au logiciel, et puis après, nous, on a joué avec le logiciel pour simuler exactement tous les paramètres. Je sais qu'ils y ont passé des heures et des heures pour savoir exactement quels étaient les travaux que nous devions faire sur nos biens immobiliers. Ah, mais c'est génial. Non, mais ça, c'est comme ça qu'on arrive, en passant du temps. On a bien sûr tout un aspect où on sait optimiser l'obtention de subventions. Donc, tu vois, on obtient. Alors, la foncière, elle a un peu moins de 3 ans là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 22 immeubles. J'allais te le demander. Voilà, on a 22 immeubles. Il y en a la moitié qui sont rénovés, exploités, et il y a l'autre moitié, c'est de la réserve foncière. Les travaux sont en cours.
Et si tu veux, ce qu'on arrive à faire pour l'instant, c'est qu'on obtient entre 100 et 200 000 euros de subventions par an, avec notamment les démarches auprès de l'ANA. On a un ancien de l'ANA qui est associé dans la foncière. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et voilà. J'allais te dire, l'un des actes les plus difficiles, c'est le juridique sur les subventions, les aides. Voilà. Là, on a le temps, si tu veux, parce qu'on est plusieurs. Plusieurs. Moi, à titre personnel, j'ai essayé une fois de faire un dossier avec l'ANA, j'ai abandonné en fait. Au bout de 3 rendez-vous, j'ai dit à la personne, écoutez, gardez votre subvention, je vais me débrouiller tout seul parce que j'ai pas le temps en fait. Là, Alors que quand tu as compris les hacks, c'est ça. Nous, si tu veux, on a développé un outil en interne pour générer le devis au format attendu par l'ANA. Ah ouais. Comme ça, il y a zéro retour, il y a zéro question, il y a toutes les informations dont ils ont besoin. Ah ouais, vous êtes allé très loin là. On est allé loin sur l'optimisation. On est très fort en automatisation et en informatique pour vraiment que ça nous prenne le moins de temps possible. Pareil sur la gestion locative, tout se fait, toutes nos gestions locatives se font à distance. Ouais. Donc on a des visites virtuelles pour chacun des appartements. Enfin voilà, tout est ultra optimisé pour que ce soit gérable, hein, sans qu'il y ait Alors je vais mettre des pieds dans le plat, Mickaël, mais 200 personnes à gérer associées. À un moment donné, vous avez un groupe WhatsApp ou je sais pas, Discord ou Telegram. Non, surtout pas, parce que sinon ça c'est sans fin. Non, là après c'est Frédéric qui pilote le projet. De toute façon, c'est lui le capitaine à bord, donc il pilote le projet et après il va aller chercher des associés à droite à gauche en fonction des chantiers et puis ces associés vont après constituer des groupes de travail sur les sujets type, je sais pas, récemment il y a eu un sujet sur l'optimisation des consommations d'eau. Donc tu vois, c'est un sujet qui est pas trop maîtrisé pareil en France. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir déjà juste mesurer la consommation par logement et après installer des systèmes, un système, tu sais, d'aération de l'eau là que tu mets au niveau du robinet pour pouvoir mesurer la différence de consommation, tu vois, et pouvoir le démontrer. Ouais. Donc ça, c'est un petit chantier à part entière à faire sur l'ensemble des logements. L'électricité, on est câblé, mais l'eau, tu vois, je connais pas de système. Tu vois, par exemple, il faut le fabriquer, quoi. Hein, parce que, ou du moins. T'as des systèmes que tu branches sur l'arrivée d'eau. Ouais, c'est tout bête. Il y en a plein. Hein. Non, ça existe. Hein, les solutions, elles existent. En diffus, on le fait pas. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas creusé. Ouais. Okay. Ah ouais. Et puis voilà. Et puis après, on a dans les innovations, donc on a par exemple décortiqué les innovations qui sont listées par Solar Impulse, parce que qui est une fondation. Parce que comme tu dis, dans l'immobilier, il y a plein d'innovations, mais en fait, elles n'arrivent pas jusqu'au particulier ou jusqu'à l'investisseur individuel. Faut des barjots comme vous. Non, mais c'est voilà. Donc nous, c'est ça. On a décortiqué leur catalogue. Là, je crois qu'il y a 300 innovations. Et on en a testé quelques-unes en se disant on va tester celles qui nous paraissent avoir une sorte de rentabilité potentielle, quoi, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc par exemple, on a trouvé un truc tout bête. Il y a un WC qui s'appelle Waterflush, qui est un WC français, un WC sans chasse d'eau. Donc c'est en gros c'est une roue qui bascule. Et ça consomme, je crois, 30 ou 40% d'eau en moins. Donc c'est tout bête. Ça coûte le même prix qu'un WC normal. Et donc voilà, donc dans les idées toutes bêtes que tout le monde peut appliquer, c'est de remplacer les WC par des WC Waterflush. Voilà. Ouais. Non mais c'est hyper intéressant. Et il faut en fait, ce que j'avais dit à Julien à l'époque, je lui ai dit, mais en fait vous vous constituez comme un laboratoire en fait. C'est-à-dire parce qu'en fait la force de frappe, parce qu'en fait, j'ai posé aussi la question, c'est que quand vous êtes 200 personnes, il y a 200 cerveaux collectifs, mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas 200 personnes qui émettent leurs idées. Mais d'un point de vue financier, c'est le ticket d'entrée pour entrer dans cette foncière. Est-ce que vous le communiquez ou vous gardez secret ça? Oui, non, on est transparent là-dessus. Le ticket d'entrée, il est à 35 000 € pour entrer dans la foncière. Ok. Donc ça veut dire du coup, ça veut dire que là, il y a une centaine de personnes qui sont rentrées, c'est ça? Tu m'as dit? Là, oui, sur la dernière levée, ouais. Ouais, donc il y a eu 3,5 millions qui sont rentrés sur les derniers, c'est ça? On est quasiment à 5 millions. Parce que ça, c'est le ticket d'entrée, mais tout le monde ne met pas le ticket d'entrée. Oui, je suis bête, ouais. Oui, c'est vrai. Non, le ticket moyen, il est plus entre 50 000, enfin un peu moins de 50 000. Ouais, ce que je veux dire, c'est que quand tu te lèves 5,
une dette de 3, tu m'as dit, tu peux te mettre un peu de blé sur de faire des erreurs d'innovation, j'ai envie de dire. Parce que les innovations, toutes ne marchent pas, je veux dire. On a testé, oui, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais après, on fait des tests à toute petite échelle, de toute façon. On va tester sur un appart, une innovation en particulier, voilà. Mais oui, on peut justement. Tu as raison. On a la possibilité de faire des tests justement pour. Et il n'y a pas des banques qui vous approchent, ils vous disent, écoutez les gars, votre foncière investir ensemble, c'est une foncière, je sais pas moi, solidaire, mais bon, une foncière quand même, je veux dire. On peut pas dupliquer le modèle. C'est quoi un peu vos trucs? On n'est pas, non? Il y a pas. Si. On discute avec plusieurs banques. Je te dis, au niveau Comex, déjà on a intégré l'incubateur Société Générale qui nous Okay. donc Ça s'appelle comment? L'incubateur, je sais pas s'il a un nom, mais Okay. je sais qu'on a des bureaux à Bordeaux, donc Okay. ils nous hébergent et ils nous fournissent du conseil sur certains aspects. Et puis on discute avec plusieurs banques. Donc il y a la banque qui nous a octroyé le premier financement, la banque qui est en passe de nous octroyer le deuxième financement, parce que ils ont besoin, ils ont besoin en fait de notre retour d'expérience et de notre expertise terrain. Alors pas tant pour dupliquer le modèle, c'est pas ce qui les intéresse, mais ce qui va les intéresser, c'est comment bâtir des indicateurs ou bâtir une offre de prêt qui soit à la fois cohérente avec leurs objectifs en termes d'écologie et qui puisse correspondre à une attente du marché. Voilà. Là, leur défi des banques, c'est surtout au niveau des travaux. Nous, on le voit, ils se posent énormément de questions sur, je vais le redire, la décarbonation des travaux. Comment on peut faire des travaux beaucoup plus responsables versus faire un produit dans sa globalité d'investissement. Voilà. Et puis, le problème, c'est qu'ils sont malheureux et orphelins du neuf. Là, aujourd'hui, ils sont malheureusement orphelins de tout ça. Donc, l'ancien... va exploser. Je pense pas qu'il va exploser, mais en tout cas, l'argent va être beaucoup plus fléché sur le bâtiment ancien, parce que le neuf, il y en aura toujours. Je veux dire, après, ils ont déjà trouvé des solutions, donc je m'inquiète pas pour eux. Mais l'argent, il y a beaucoup d'argent qui vont être fléchés sur l'ancien. Donc ça, c'est l'avenir. Et du coup, en termes d'actualité de Michael Ferrari, c'est quoi un petit peu à aujourd'hui? Tu t'occupes ton quotidien, c'est quoi exactement? C'est tout ça, justement, mais moi là, tu vois, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Je me dis, le mec, tout ce qu'on vient d'évoquer. Alors, faut le dire aux gens, t'as des clones. Je crois que t'as des clones. Des clones? Non. C'est quoi? C'est l'association. C'est quoi si on fait un peu le marketeur, ton secret, un petit peu d'organisation, de productivité, c'est quoi? C'est pas les clones, on l'a compris, mais c'est quoi un petit peu? Comment tu fais un peu pour t'organiser, pour faire tout ça? Parce que tu es quand même sur un aspect transversal de l'immobilier, tu fais beaucoup de choses. C'est quoi un peu ton retour d'expérience? Oui, sur les différents projets que j'évoquais, c'est toujours des projets en association déjà. Dans la foncière, j'ai un petit rôle comme tous les associés. Tu vois, je fais ma part. Donc, si tu veux, ça ne me prend pas énormément de temps au quotidien. Sur les autres projets que j'évoquais, c'est pareil, c'est en association. Donc c'est pas des projets. Qu'est-ce qui te prend du temps alors? C'est m'occuper de mes propres projets. C'est toujours plus chronophage. M'occuper de la partie l'aspect entrepreneurial avec la partie formation, etc. Exact. Voilà. Et puis après, globalement, je suis quelqu'un qui veut pas travailler beaucoup non plus. D'accord. Donc moi, je suis pas dans cette recherche de faire les plus gros chiffres de partout. Je suis plutôt dans une recherche de trouver un bon équilibre, c'est-à-dire que les chiffres soient bons, mais pas au détriment de ma qualité de vie au quotidien. Voilà, moi j'aime bien à 3 heures aller pouvoir me balader avec mes enfants, tu vois. Donc j'essaie de jongler avec tout ça comme tout père de famille. C'est pas toujours simple, mais l'idée c'est de pouvoir tu sais, je disais au début, là, j'ai fait tout ça pour ma liberté financière et ça reste vrai, quoi. J'ai pas fait tout ça pour travailler 12 heures par jour et être stressé sur des projets et lancer plus de projets. C'est pas une fin en soi, les projets. Donc, tu vois, là, on revient. On était pendant 2 mois en voyage, on était au Japon. Tu vois, j'ai travaillé un petit peu en voyage, je me suis occupé un petit peu de certains dossiers, mais l'idée, c'est de pouvoir faire ce genre de choses, que ce soit juste possible, quoi.
de faire la place pour ça. Déjà, moi, tout est organisé pour que je puisse déjà être à distance dans tout ce que je fais. C'est une grosse composante pour moi. Ça fait partie des non négociables. Tu vois, je me vois pas être à côté. Il y a des personnes, elles ont un appartement, elles se voient pas vivre à 50 km de leur appartement. Tu vois, ça c'est pas ton truc, toi. Ça, non. Non. C'est pas mon truc. Pour moi, c'est plus important de pouvoir être mobile que d'avoir 100% de maîtrise sur l'opération. Quoi, voilà. Parce que tu penses que... je suis un peu mon YouTuber game, j'aime bien le marketing paillette, mais c'est la liberté financière aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'elle est possible? Alors, j'ai un peu des réponses, mais je te provoque un peu là-dessus. En 2024, voire 2025, moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé à t'identifier, je vais oser le dire, ça me semblait plus accessible qu'à aujourd'hui, tu vois. Est-ce que je me trompe? Remets-moi dans mes cordes, nickel, hein, j'ai pas de problème non, avec mais ça. je comprends ce que tu veux dire. Il y a un sentiment général que c'était plus facile avant, tu vois, mais c'est toujours le cas. Ouais, alors que je vois ceux qui ont 20 ans, ils te poussent et ils te disent qu'ils cassent le game. Donc, exactement. est-ce que je suis devenu un vieux con, peut-être? Je sais. Bah écoute, je vais pas oser t'insulter en direct. Non, mais si tu veux, blague à part, il y a quand même ce truc de tout le temps croire que c'était mieux avant. Et moi, je me souviens que quand j'ai démarré dans l'immobilier, j'avais l'impression d'arriver après la guerre, que tout était déjà trop cher. Enfin, tout ce que les gens pensent aujourd'hui. Après, comme je dis toujours, aujourd'hui, il y a des facteurs objectifs. Oui, les taux sont plus élevés qu'avant, donc c'est quand même objectif. Et les prix restent assez hauts par rapport à avant. Donc il y a quelques facteurs objectifs, mais ça c'est du circonstanciel. En fait, dans l'absolu, un entrepreneur, quelqu'un qui veut créer sa liberté, quelqu'un qui se bouge, il trouvera un moyen, il trouvera une solution, il trouvera sa niche, il trouvera son approche et il s'en sortira et il fera quelque chose. Comme tu le dis, hein, tu regardes ceux qui ont 20 à 25 ans aujourd'hui qui ont faim. Je peux t'assurer qu'ils sont pas en train de se morfondre parce que les taux ils sont à 3,5 quoi. On les voit, on les connaît. Voilà. Donc ça c'est des discours de gens qui cherchent des excuses. Bien sûr. Non, mais je suis complètement aligné avec toi. Donc voilà, il faut faire avec les conditions et il faut trouver les meilleures solutions dans les conditions que l'on a aujourd'hui. Et peut-être que pour les gens, la liberté financière, c'est pas l'immobilier, soit. Il faut faire autre chose. Moi, j'aime bien l'immobilier, mais peut-être que pour la plupart des gens, c'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui, hein, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis très immo comme toi, mais je ne dis pas que c'est une fin en soi. Il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres d'ailleurs qui ont commencé par la bourse, d'autres business d'ailleurs. Tu as des entrepreneurs qui ont jamais fait d'immobilier, ça on en rencontre, et c'est pas un problème, mais qui veulent en faire parce que, comme tu l'as très bien dit, hein, ce qui résume l'immobilier, c'est le levier bancaire, et bien utilisé, ça peut être vraiment très très game changer pour beaucoup, quoi. Donc voilà, mais moi en tout cas je suis pas du style, je suis un peu comme toi d'ailleurs, de pas opposer les styles, de pas opposer les stratégies. Je pense que chacun commence par celle qu'il a envie, et puis par contre de pouvoir performer, voilà, après ça c'est chacun, mais je pense que toi tu es un performeur à ton niveau, moi au mien, et d'autres chacun à son niveau, quoi. En tout cas moi j'aime pas faire culpabiliser les gens, mais par contre il faut faire ça. Par contre je fais culpabiliser les gens sur leur dire t'as fait, est-ce qu'il y a beaucoup Exactement, et il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais l'immobilier il y a ça. Je dis mais la personne t'a conseillé, est-ce qu'elle a déjà fait mais ne serait-ce que 1/10 de ce qu'elle te dit? Non, non. C'est comme souvent, nous je fais cette parenthèse, mais on nous compare dans nos investissements à du neuf. Je dis mais est-ce que le mec qui te vend du neuf, il a déjà acheté du neuf? Bon, il y a un blanc de plusieurs secondes et du coup, tu as ta réponse. C'est pas moi qui te le dis, c'est toi qui le déduis. Donc, bref. Donc, non, je suis assez aligné sur le fait de cette fameuse liberté financière. Je pense chacun a sa définition, mais je pense qu'il faut l'activer malgré tout, parce que tu peux être heureux dans ton travail aussi et investir à côté. Pour moi, c'est même pas il faut l'activer, il faut l'arracher. C'est quelque chose. Il faut aller. Non, mais tu vois, il faut aller la chercher avec les dents, comme disait je sais plus qui, parce que ça c'est contre nature. C'est contre nature. Aujourd'hui, t'es quand même dans un système où tu vois, t'es considéré comme un rouage, t'es considéré comme un cotisant. Donc on attend de toi que tu travailles, que tu cotises. Donc si tu veux essayer de sortir de ça, tu vas contre, c'est contre nature.
Donc ça se fera pas en faisant 2 investissements tranquillement sans rien faire, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Et ça se fera pas en mettant 50 balles par mois sur le S&P 500, tu vois. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, Mickaël, on a fait un bon tour. Est-ce que on a évoqué tous les sujets que tu voulais qu'on évoque? Est-ce que j'ai peut-être oublié quelque chose ou une actu, une réclame, un truc dont tu veux parler que j'ai oublié? Non, pas particulièrement. Écoute, Ouais. on a fait un bon tour d'horizon. Je pense que voilà, le message clé, c'est que voilà, chacun doit définir le chemin qui l'intéresse. Déjà, savoir quelles sont les possibilités et puis après agir. Hein, voilà, que ce soit pour du très long terme, mode patrimonial, pour du très court terme, mais bien comprendre les règles du jeu et comment tirer son épingle du jeu à son niveau, quoi. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire un peu ce bond en arrière avec toi, avec ton expérience, de voir un peu de 2011 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué. Il y a des choses qui ont évolué, mais fondamentalement, tout est encore possible de faire des choses. Je pense que tu l'as très bien résumé, c'est d'agir et de faire. Je pense qu'il n'y a pas... Si on devait résumer, alors c'est très résumé, mais c'est vraiment de passer à l'action. Hein, voilà, on le dit assez souvent, en tout cas, je pense que toi aussi tu dois le lire assez souvent, d'agir, voilà, tout simplement. Je le répète, surtout quand j'ai un membre qui arrive dans le programme et que c'est un débutant, je sais que son plus gros défi, de toute façon tu le sais aussi, le plus gros défi c'est faire le premier investissement où on a l'impression que c'est une montagne insurmontable. Et puis une fois qu'on a fait le premier, on se dit bon bah en fait ça va. Ouais. Exactement. Non, on a tous eu le même ressenti. Oui. Donc oui, il faut vraiment agir. Je sais que c'est un lieu commun, mais ça reste la base. Et c'est souvent ça qui manque aux gens. Ok. Bon, en tout cas, on arrive sur la fin de l'enregistrement. Je vais faire le truc de fin. On est sur de partout, donc laissez des avis 5 étoiles, pas 4, parce que sinon on remonte pas, s'il vous plaît. 5 étoiles. YouTube, vous mettez ce que vous voulez, j'aime ou un commentaire. Allez voir Mickaël. Alors Mickaël, il est très connu sur YouTube. T'es plus présent sur YouTube ou Insta ou LinkedIn? Insta et YouTube, ouais. D'accord, ouais, moi je te suis un peu sur YouTube, donc ok. Bon, de toute façon, on mettra les liens de Mickaël de partout. En tout cas, j'ai été ravi et j'espère à très vite. Et je pense qu'il faut me faire une intro avec ce fameux Frédéric d'Investir ensemble. Ça m'intéresserait de l'avoir. En tout cas. Très bien. De toute façon, si tu es intéressé ou même pour les gens qui nous regardent, qui sont intéressés dans la foncière, il y a le site web investir-ensemble.com. Ah oui, ok. On mettra les liens effectivement. Et voilà, tu peux réserver un appel avec Frédéric. Voilà, d'accord, c'est lui en direct. Ok. Bon, écoutez, merci à tous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.